Dans exactement 87 ans, un objet de la taille du Stade de France traversera l'orbite terrestre à une distance équivalente à celle qui sépare Paris de Lyon. En termes cosmiques, c'est comme frôler un cheveu. Les scientifiques connaissent bien son nom, sa trajectoire, sa composition. Ils savent aussi qu'il y en a des milliers d'autres qu'ils n'ont même pas encore détectés. Certains sont déjà en route. Et le plus terrifiant n'est pas qu'ils arrivent, mais que notre technologie actuelle ne pourrait absolument rien faire pour les arrêter. Chaque nuit, pendant que tu dors, des rochers de plusieurs kilomètres de diamètre glissent silencieusement dans l'obscurité spatiale. Certains sont anciens, comme le système solaire lui-même. D'autres viennent de régions si lointaines que leur simple existence défie notre compréhension de la mécanique céleste. Ils ne font pas de bruit. Ils n'émettent aucune lumière propre. Ils se contentent d'avancer inexorablement, suivant des trajectoires calculées par la gravité et le hasard. Tu vas découvrir 3 choses qui vont redéfinir ta perception de la sécurité planétaire. Premièrement, il existe en ce moment même au moins 23 objets massifs répertoriés dont l'orbite croisera celle de la Terre dans les 2 prochains siècles, et ce chiffre n'inclut que ceux que nous avons réussi à détecter. Deuxièmement, la différence entre une extinction massive et un mardi ordinaire peut se résumer à quelques centaines de mètres dans l'immensité du vide spatial. Une marge d'erreur que nos instruments actuels ne peuvent garantir. Troisièmement, même si nous détections un objet en approche avec 10 ans d'avance, notre arsenal technologique complet, nucléaire inclus, aurait moins de 3% de chances de modifier significativement sa trajectoire. Voici ce que tu vas découvrir dans ce voyage nocturne à travers l'un des secrets les mieux gardés de l'astronomie moderne. Tu vas comprendre pourquoi les agences spatiales du monde entier ont créé des départements entiers dédiés à la surveillance du ciel, fonctionnant 24 heures sur 24, scrutant l'obscurité à la recherche de menaces que le grand public ignore totalement. Tu vas explorer les mathématiques froides qui gouvernent ces rencontres cosmiques, où une déviation d'1 millième de degré peut transformer une extinction planétaire en un simple spectacle lumineux inoffensif. Et tu vas découvrir que certains de ces objets ne suivent pas les règles établies par nos modèles gravitationnels, suggérant des forces ou des origines que la science peine encore à expliquer. Laisse-moi te promettre quelque chose. Avant la fin de ce récit, tu regarderas le ciel nocturne différemment. Tu comprendras que l'espace n'est pas cette étendue vide et paisible que l'on imagine, mais un champ de tir cosmique où nous, fragiles habitants d'un monde bleu, naviguons à travers un océan de projectiles invisibles. Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil, non par terreur paralysante, mais par cette fascination troublante que procure la vérité nue face à notre vulnérabilité cosmique. Si les mystères du cosmos te fascinent, si tu veux comprendre les forces invisibles qui déterminent peut-être notre futur collectif, reste avec moi. Le voyage commence maintenant. Pendant des décennies, on nous a raconté une version rassurante de notre place dans le système solaire. Les manuels scolaires montrent des orbites parfaitement circulaires, des planètes sagement alignées sur un même plan, un balai cosmique ordonné et prévisible. On nous explique que les astéroïdes restent sagement confinés dans leur ceinture entre Mars et Jupiter, que les comètes suivent des trajectoires elliptiques calculables, que notre atmosphère nous protège des petits débris et que les gros impacts appartiennent au passé géologique lointain. Cette vision confortable suggère un univers essentiellement stable où les catastrophes cosmiques se produisent sur des échelles de temps si vastes qu'elles deviennent statistiquement négligeables pour nos existences humaines. Les agences spatiales internationales, quand elles communiquent avec le public, utilisent un langage soigneusement calibré. Elles parlent de surveillance, de prévention, de programmes de détection. Elles publient des rapports montrant des graphiques avec des trajectoires précises, des pourcentages rassurants, des plans d'action hypothétiques. L'impression générale qui se dégage est celle d'une situation sous contrôle, d'un risque mesuré, d'une humanité vigilante et préparée. On nous montre des simulations informatiques où des missiles nucléaires dévient élégamment un astéroïde menaçant, où des équipes internationales coordonnent une réponse efficace, où la technologie humaine triomphe face à la menace cosmique. Cette narrative officielle repose sur plusieurs piliers apparemment solides. D'abord, le programme de surveillance des objets géocroiseurs, ces corps célestes dont l'orbite croise celle de la Terre,
couvre maintenant environ 90% des objets de plus d'1 kilomètre de diamètre. Ensuite, aucun des objets actuellement répertoriés ne présente de risque significatif de collision dans les 100 prochaines années. Enfin, plusieurs technologies de déviation sont à l'étude, du tracteur gravitationnel aux impacteurs cinétiques, en passant par les explosions nucléaires contrôlées. Le message implicite est clair. Nous voyons venir le danger, et nous avons les outils pour y répondre. Mais cette façade rassurante commence à se fissurer sous le poids de découvertes récentes et de calculs révisés. Le premier problème est mathématique et brutal. 90% de détection pour les objets d'1 kilomètre signifie que 10% nous échappent encore. Or, un seul objet de cette taille suffirait à plonger la civilisation humaine dans un effondrement total. L'astéroïde qui a exterminé les dinosaures mesurait environ 10 km de diamètre. Mais les modélisations modernes montrent qu'un impact d'1 kilomètre suffirait à provoquer un hiver nucléaire global, des famines généralisées et potentiellement la mort de milliards d'êtres humains. Le deuxième problème est encore plus troublant. Les statistiques de détection s'effondrent dramatiquement quand on descend en taille. Pour les objets de 140 mètres de diamètre, notre taux de détection tombe à environ 30%. Cela signifie que 70% des objets capables de détruire une région entière, de provoquer des tsunamis dévastateurs ou d'annihiler une métropole complète restent invisibles à notre surveillance. L'événement de Tcheliabinsk en Russie, en 2013, a été causé par un objet de seulement 17 à 20 mètres de diamètre. Il n'avait pas été détecté avant son entrée atmosphérique. L'onde de choc a blessé plus de 1500 personnes et endommagé des milliers de bâtiments. Maintenant, imagine un objet 10 fois plus grand, 100 fois plus massif, frappant une zone urbaine dense. Le troisième problème détruit complètement l'illusion de contrôle. Même avec une détection précoce, nos capacités d'intervention sont pathétiquement limitées. La mission DART, lancée par la NASA en 2021, a réussi à modifier légèrement l'orbite d'un petit astéroïde en le percutant à grande vitesse. Cette expérience, saluée comme un succès historique, a changé la période orbitale de l'astéroïde de seulement 32 minutes. Pour dévier un objet vraiment menaçant, il faudrait des années de préavis, des technologies qui n'existent pas encore, et une coordination internationale dont l'humanité n'a jamais fait preuve, même face à des crises terrestres. Les explosions nucléaires, souvent présentées comme la solution de dernier recours, posent des problèmes terrifiants. Fragmenter un astéroïde pourrait simplement transformer un projectile unique en un essaim de fragments, chacun transportant une énergie dévastatrice. De plus, la plupart des conceptions d'armes nucléaires sont optimisées pour des explosions atmosphériques ou souterraines. Dans le vide spatial, sans ondes de choc atmosphérique, leur efficacité change radicalement. Personne n'a jamais fait exploser une bombe nucléaire contre un astéroïde réel. Nos simulations sont basées sur des modèles théoriques de la composition et de la structure interne de ces objets, composition que nous ne connaissons précisément pour presque aucun d'entre eux. Mais la réalité est encore plus sombre que ces limitations techniques ne le suggèrent. En 2019, un objet catalogué sous le nom d'astéroïde 2019 OK est passé à 70 000 km de la Terre. Cela paraît lointain, jusqu'à ce que tu réalises que c'est moins d'un cinquième de la distance Terre-Lune. L'objet mesurait entre 57 et 130 mètres de diamètre. Il se déplaçait à 24 km par seconde. S'il avait frappé une zone peuplée, la dévastation aurait été équivalente à plusieurs dizaines de bombes atomiques. Le détail qui a terrifié la communauté astronomique, il n'a été détecté que 24 heures avant son passage au plus près. 24 heures. Moins qu'une journée de travail pour remarquer qu'un objet de la taille d'un immeuble fonçait vers nous à une vitesse incompréhensible. Ce n'était pas un cas isolé. En 2020, l'astéroïde 2020 QG a établi le record du passage le plus proche jamais enregistré sans collision. Il est passé à seulement 2900 km au-dessus de l'océan Indien. C'est plus bas que certains satellites. Il mesurait entre 3 et 6 mètres, trop petit pour causer des dommages majeurs. Mais cette proximité révèle quelque chose de fondamental sur notre aveuglement cosmique. Il n'a été détecté qu'après son passage. Après. Nous l'avons vu partir, pas arriver. La raison de ces échecs de détection n'est pas l'incompétence. C'est la géométrie implacable de l'observation astronomique. Les objets les plus dangereux sont souvent ceux qui approchent de la direction du Soleil.
Notre principale méthode de détection repose sur des télescopes optiques qui cherchent pour la lumière solaire réfléchie par les astéroïdes. Mais un objet venant de la direction du Soleil se trouve dans l'éblouissement de notre étoile, invisible jusqu'à ce qu'il soit presque sur nous. C'est exactement ce qui s'est passé avec la météorite de Tcheliabinsk. Elle est venue du côté jour du ciel, masquée par la lumière solaire, jusqu'à ce qu'elle entre dans l'atmosphère. Il existe aussi des objets sur des orbites hautement elliptiques ou inclinées, qui passent la majeure partie de leur temps dans les régions extérieures du système solaire, froides et sombres, avant de plonger vers le système solaire interne à des vitesses vertigineuses. Ces visiteurs occasionnels peuvent rester invisibles pendant des décennies, des siècles, avant de réapparaître sans avertissement. Certains peuvent avoir des périodes orbitales de milliers d'années. L'humanité n'a commencé à surveiller sérieusement le ciel que depuis quelques décennies. Nous n'avons observé qu'une infime fraction du cycle cosmique. Puis, il y a les objets interstellaires, ces visiteurs d'autres systèmes stellaires. Oumuamua, détecté en 2017, a été le premier objet interstellaire confirmé traversant notre système solaire. Sa forme allongée, son accélération inexpliquée, sa composition mystérieuse ont défié les catégories établies. Il se déplaçait trop vite pour avoir été gravitationnellement capturé. Il venait d'ailleurs de l'espace entre les étoiles et il est reparti avant que nous puissions l'étudier correctement. Combien d'autres objets similaires traversent notre voisinage sans être détectés? Quelle est la fréquence de ces intrusions interstellaires? Nous ne savons pas. Le deuxième visiteur interstellaire confirmé, la comète Borisov découverte en 2019, semblait plus conventionnelle dans sa composition. Mais son existence même a confirmé que notre système solaire est constamment traversé par des objets provenant d'autres systèmes. Ces objets peuvent avoir des vitesses et des trajectoires complètement imprévisibles selon nos modèles, basés sur la dynamique interne du système solaire. Un objet interstellaire assez grand et sur une trajectoire de collision directe pourrait nous donner quelques mois d'avertissement dans le meilleur des cas, et nous n'aurions aucun moyen de l'arrêter. Les modèles gravitationnels qui prédisent les orbites des astéroïdes connus reposent sur des calculs newtoniens, modifiés par la relativité générale. Mais ces calculs supposent que nous connaissons précisément la masse de l'objet, sa forme, sa rotation et toutes les forces qui agissent sur lui. Pour la plupart des astéroïdes, nous n'avons que des estimations approximatives. Un astéroïde peut dégazer s'il contient des volatiles, créant un effet de fusée microscopique qui modifie sa trajectoire de manière imprévisible. Cet effet, appelé effet Yarkovsky, peut accumuler des déviations significatives sur de longues périodes. L'astéroïde Bennu, cible de la mission Osiris-Rex, présente une probabilité de collision avec la Terre d'environ 1 sur 2700 dans les 2 prochains siècles. Ce chiffre semble rassurant jusqu'à ce que tu réalises que c'est l'un des risques d'impact les plus élevés de tous les objets connus. Bennu mesure environ 500 mètres de diamètre. Un impact libérerait une énergie équivalente à plusieurs milliers de mégatonnes de TNT. Pour comparaison, la bombe nucléaire la plus puissante jamais testée, la Tsar Bomba soviétique, avait une puissance de 50 mégatonnes. Bennu transporterait l'équivalent de centaines de ces bombes concentrées dans un seul projectile rocheux se déplaçant à 30 km par seconde. Et Bennu n'est qu'un objet parmi des milliers. Les astronomes ont identifié plus de 28 000 objets géocroiseurs jusqu'à présent. Chaque mois, de nouveaux sont découverts. Certains apparaissent sur des listes de surveillance, sont étudiés, puis retirés quand les observations affinées montrent qu'ils passeront loin. D'autres restent sur ces listes, leur probabilité d'impact fluctuant au gré des nouvelles données. C'est un processus constant de découverte, de calcul, de révision, de surveillance. Mais le véritable cauchemar n'est pas dans ce que nous voyons, c'est dans ce que nous ne voyons pas encore. Il existe une population entière d'objets trop sombres, trop petits ou sur des orbites trop excentriques pour avoir été détectés par nos télescopes actuels. Les astéroïdes de composition carbonée, extrêmement sombres, réfléchissent très peu de lumière. Ils sont beaucoup plus difficiles à détecter que les astéroïdes rocheux ou métalliques plus brillants. Or, les modèles de formation du système solaire suggèrent que ces astéroïdes sombres pourraient être aussi nombreux, sinon plus, que leurs cousins plus visibles. Nous cherchons dans l'obscurité des objets noirs, avec des instruments limités et un temps d'observation restreint.
le programme de surveillance le plus ambitieux actuellement en développement, le télescope spatial NEO Surveyor de la NASA, ne devrait pas être lancé avant 2027 au plus tôt. Une fois opérationnel, il observera dans l'infrarouge, détectant la chaleur plutôt que la lumière réfléchie, ce qui permettra de voir des objets autrement invisibles. Mais même cette technologie avancée aura ses limites. Elle ne verra pas tout. Elle ne peut pas voir tout. L'espace est trop vaste, les objets trop nombreux, et certains arrivent de direction et avec des vitesses qui défient même les capacités de détection les plus sophistiquées. Alors oui, il y a quelque chose de massif qui se dirige vers la Terre. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année, mais quelque part dans l'immensité glacée du système solaire, un objet suit une trajectoire qui, dans une décennie, un siècle ou un millénaire, croisera l'orbite de notre planète exactement au moment où nous y serons. C'est une certitude statistique. La question n'est pas si, mais quand. Et quand ce moment viendra, toute notre technologie, toute notre science, toute notre civilisation devra faire face à une vérité simple et terrifiante. Nous sommes à la merci de forces que nous ne contrôlons pas, que nous comprenons à peine, et contre lesquelles nous ne pouvons peut-être rien faire. Pour comprendre pourquoi nous sommes impuissants face à ces menaces cosmiques, il faut d'abord saisir la mécanique implacable qui gouverne le mouvement de ces objets. Tout commence avec une équation simple découverte par Isaac Newton il y a plus de 3 siècles, mais dont les implications restent aussi vertigineuses aujourd'hui qu'à l'époque. Chaque masse dans l'univers attire toute autre masse avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette loi élégante, presque poétique dans sa simplicité, détermine le balai mortel de millions de rochers spatiaux autour du Soleil. Un astéroïde en orbite autour du Soleil ne fait rien d'extraordinaire. Il tombe perpétuellement vers notre étoile. Mais il possède aussi une vitesse latérale suffisante pour que sa chute le fasse constamment manquer sa cible. C'est l'essence même d'une orbite, une chute éternelle qui ne se termine jamais. La Terre fait exactement la même chose, tombant vers le Soleil à chaque instant, mais se déplaçant latéralement à environ 30 km par seconde, assez vite pour que la courbure de sa chute corresponde exactement à la courbure de l'espace autour du Soleil. C'est un équilibre précaire, maintenu par des vitesses et des distances qui doivent s'aligner avec une précision cosmique. Les astéroïdes de la ceinture principale, situés entre Mars et Jupiter, orbitent généralement à des distances comprises entre 2 et 3,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique représente la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. À ces distances, les périodes orbitales varient entre 3 et 6 ans. Ils suivent leur chemin tranquillement depuis la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. Vestige du matériau qui n'a jamais réussi à s'agglomérer en planète à cause de l'influence gravitationnelle perturbatrice de Jupiter. Mais certains de ces objets ne restent pas sagement dans la ceinture. Des collisions, même mineures, peuvent modifier légèrement leur vitesse. Une déviation de quelques centimètres par seconde, insignifiante à l'échelle humaine, peut accumuler sur des millions d'années des changements orbitaux dramatiques. L'orbite devient légèrement plus elliptique. Le point le plus proche du Soleil, appelé périhélie, commence à se rapprocher. Le point le plus éloigné, l'aphélie, peut rester dans la ceinture. Mais maintenant l'objet plonge vers le système solaire interne à chaque révolution. Puis il y a les résonances orbitales, ces configurations géométriques où un petit corps céleste complète un nombre entier d'orbites pendant que Jupiter en complète un autre nombre entier. Par exemple, une résonance 3 pour 2 signifie que l'astéroïde fait 3 orbites pendant que Jupiter en fait 2. À chaque alignement, Jupiter tire gravitationnellement sur l'astéroïde exactement au même point de son orbite. Ces tiraillements répétés s'accumulent comme quelqu'un poussant une balançoire au bon moment à chaque oscillation. L'orbite devient de plus en plus excentrique jusqu'à ce que l'objet soit éjecté de la ceinture principale. Ces résonances créent des gaps dans la ceinture d'astéroïdes, des régions presque vides appelées lacunes de Kirkwood, découvertes en 1866. Mais les objets éjectés de ces lacunes ne disparaissent pas magiquement. Ils vont quelque part. Beaucoup entrent dans des orbites qui croisent celles des planètes intérieures. Ils deviennent des objets géocroiseurs,
condamnés à une danse gravitationnelle chaotique avec la Terre, Vénus et Mars, jusqu'à ce qu'ils finissent par percuter l'une de ces planètes, tomber dans le Soleil, ou être éjectés du système solaire par une rencontre gravitationnelle violente. La vitesse à laquelle ces objets se déplacent dépasse l'entendement humain. Un astéroïde typique du système solaire interne voyage à des vitesses comprises entre 15 et 30 km par seconde par rapport au Soleil. Traduit en termes plus familiers, cela représente entre 54 000 et 108 000 km par heure. À ces vitesses, un objet pourrait traverser toute la France en moins de 20 secondes. Il pourrait faire le tour de l'équateur terrestre en moins de 23 minutes. Mais la vitesse relative lors d'une collision avec la Terre dépend de l'angle d'approche et des vitesses orbitales respectives. La Terre elle-même se déplace à environ 30 km par seconde sur son orbite. Si un astéroïde la frappe de front, les deux vitesses s'additionnent. Une collision frontale pourrait atteindre des vitesses d'impact de 70 km par seconde ou plus. Si l'objet rattrape la Terre par derrière, les vitesses se soustraient, réduisant la vitesse d'impact à potentiellement 10 ou 15 km par seconde. Même cette vitesse réduite reste absolument dévastatrice. L'énergie cinétique d'un objet en mouvement se calcule par une formule simple. 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Ce carré dans l'équation est crucial. Doubler la vitesse quadruple l'énergie. Un objet de 100 mètres de diamètre, avec une densité moyenne d'environ 2,5 tonnes par mètre cube, aurait une masse d'environ 1 300 000 tonnes. Frappant à 30 km par seconde, il transporterait une énergie cinétique d'environ 600 mégatonnes équivalent TNT. C'est 12 fois l'énergie de la Tsar Bomba, concentrée dans un volume rocheux de la taille d'un terrain de football. Les cratères d'impact qui parsèment la surface terrestre témoignent de ces rencontres violentes. Le cratère de Barringer en Arizona, l'un des mieux préservés et des plus étudiés, mesure 1200 mètres de diamètre et 170 mètres de profondeur. Il a été créé il y a environ 50 000 ans par un objet métallique de seulement 40 à 50 mètres de diamètre. L'impact a libéré une énergie équivalente à environ 10 mégatonnes. La région, alors habitée par des populations de mégafaunes, a été instantanément stérilisée sur un rayon de plusieurs kilomètres. Le cratère de Vredefort en Afrique du Sud raconte une histoire beaucoup plus terrifiante. Avec un diamètre estimé à 300 km, c'est le plus grand cratère d'impact confirmé sur Terre. Il a été formé il y a environ 2 milliards d'années par un objet estimé entre 10 et 15 km de diamètre. L'énergie libérée aurait été plusieurs millions de fois supérieure à tout l'arsenal nucléaire actuel de l'humanité. La croûte terrestre a été perforée, le manteau exposé, des ondes sismiques équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 10 ont parcouru toute la planète. Si un tel impact se produisait aujourd'hui, la civilisation humaine cesserait simplement d'exister. Le cratère de Chicxulub, enfoui sous la péninsule du Yucatan au Mexique, marque le point exact où l'ère des dinosaures s'est terminée il y a 66 millions d'années. L'impacteur mesurait environ 10 km de diamètre. Il a frappé avec une énergie estimée à 100 millions de mégatonnes. La roche s'est instantanément vaporisée. Une boule de feu plus chaude que la surface du Soleil s'est étendue sur des centaines de kilomètres. Des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de haut ont balayé les côtes. Mais ce n'était que le début. L'impact a éjecté des billions de tonnes de roches pulvérisées dans l'atmosphère. Une partie de ce matériau a atteint la vitesse de libération et a quitté la Terre pour toujours. Une autre partie est retombée, réchauffant l'atmosphère par friction à des températures suffisantes pour déclencher des incendies globaux. La suie et les aérosols ont bloqué la lumière solaire pendant des mois, peut-être des années. La photosynthèse s'est arrêtée. Les chaînes alimentaires se sont effondrées. Les océans se sont acidifiés à cause du dioxyde de soufre dissous. 75% de toutes les espèces vivantes se sont éteintes. Cette extinction massive n'était pas la première causée par un impact, et elle ne sera probablement pas la dernière. Les géologues ont identifié plusieurs autres extinctions majeures dans l'histoire terrestre qui pourraient avoir des signatures d'impact, bien que les preuves directes soient parfois érodées par le temps géologique. Chaque fois, la vie a survécu, mais profondément transformée. Les espèces dominantes ont disparu.
laissant place à de nouveaux groupes. Après Chicxulub, les mammifères, auparavant confinés à de petites niches écologiques, ont explosé en diversité pour remplir les vides laissés par les dinosaures. Mais voici le détail qui devrait te glacer le sang. Statistiquement, la Terre est frappée par un objet de la taille de celui de Chicxulub environ tous les 100 millions d'années. Cela fait maintenant 66 millions d'années. Nous ne sommes pas en retard pour le prochain impact majeur, car ces événements ne suivront pas un calendrier régulier. Ils suivent une distribution statistique. Le prochain pourrait arriver dans 50 millions d'années, ou l'année prochaine. La probabilité ne change pas en fonction du temps écoulé depuis le dernier événement. Tout comme une pièce de monnaie n'a pas plus de chances de tomber sur face simplement parce qu'elle est tombée sur pile plusieurs fois de suite. Pour les impacts plus petits, mais encore catastrophiques, les fréquences augmentent considérablement. Un impact de classe Tunguska, causé par un objet d'environ 40 mètres et capable de dévaster une région de la taille d'une grande ville, se produit statistiquement tous les quelques siècles. L'événement de Tunguska lui-même s'est produit en 1908 en Sibérie. L'explosion aérienne a aplati environ 2000 km² de forêt. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, Londres ou New York, les pertes humaines auraient été incalculables. Les modèles informatiques modernes permettent de simuler ces impacts avec un détail troublant. En entrant les paramètres d'un objet hypothétique, sa taille, sa composition, sa vitesse, son angle d'approche, les chercheurs peuvent prédire les effets avec une précision terrifiante. Un astéroïde pierreux de 200 mètres de diamètre frappant un océan à 45 degrés d'angle et 20 km par seconde créerait un cratère sous-marin temporaire de plusieurs kilomètres de large. L'eau déplacée formerait des tsunamis radiaux qui traverseraient l'océan. En atteignant les côtes peu profondes, ces vagues pourraient atteindre des hauteurs de 30 mètres ou plus, balayant les villes côtières des centaines de mètres à l'intérieur des terres. La même simulation pour un impact terrestre montre un cratère de 3 à 4 km de diamètre. Une zone de destruction totale, s'étendant sur 15 km dans toutes les directions. Des vents dépassant 1000 km/h près du point d'impact. Et une boule de feu, rayonnant une chaleur suffisante pour provoquer des brûlures au 3e degré jusqu'à 25 km de distance. Les débris éjectés retomberaient comme une pluie de météorites sur des centaines de kilomètres carrés. L'onde sismique équivaudrait à un tremblement de terre de magnitude 7 ou 8, effondrant les structures à des dizaines de kilomètres. Ce qui rend ces événements particulièrement pernicieux est leur distribution géographique complètement aléatoire. Un astéroïde ne cible pas les déserts ou les régions inhabitées. Il tombe où sa trajectoire orbitale déterminée par les mathématiques gravitationnelles le mène. Environ 70% de la surface terrestre est couverte d'océans. Donc statistiquement, la plupart des impacts futurs frapperont l'eau. Mais cela n'offre qu'une protection limitée. Un impact océanique peut générer des tsunamis dévastateurs affectant tous les continents bordant cet océan. Et pour les 30% d'impacts terrestres, rien ne garantit qu'ils éviteront les zones peuplées. La composition de l'objet impactant modifie radicalement les conséquences. Les astéroïdes rocheux, composés principalement de silicates, ont des densités d'environ 3 tonnes par mètre cube. Les astéroïdes métalliques, riches en fer et nickel, peuvent atteindre 8 tonnes par mètre cube. Les comètes, composées de glace et de poussière, ont des densités plus faibles, parfois moins d'1 tonne par mètre cube, mais qu'on pense qu'un souvent par des vitesses supérieures, car elles peuvent arriver sur des orbites hautement elliptiques depuis les confins du système solaire. Un impacteur métallique présente un danger particulier. Sa densité élevée signifie plus de masse, donc plus d'énergie pour une taille donnée. Sa structure cohésive le rend plus susceptible de survivre intact à travers l'atmosphère plutôt que de se fragmenter en altitude. Le météore de Tcheliabinsk s'est fragmenté en altitude précisément parce qu'il était rocheux et relativement fragile. Un objet métallique de taille similaire aurait probablement atteint le sol intact, créant un cratère et une dévastation bien supérieure. L'atmosphère terrestre offre une protection contre les plus petits objets. Les météoroïdes de moins d'1 mètre brûlent généralement complètement en altitude, créant les étoiles filantes que nous observons la nuit. Entre 1 et 10 mètres, la plupart se fragmentent en altitude, produisant parfois des boules de feu spectaculaires mais peu de dommages au sol. Entre 10 et 50 mètres, le résultat dépend de la composition,
de l'angle d'entrée et de la vitesse. Certains explosent en altitude comme Tcheliabinsk, d'autres peuvent créer de petits cratères. Au-dessus de 50 mètres, l'atmosphère devient de moins en moins efficace. L'objet transporte simplement trop d'énergie cinétique pour être significativement ralenti avant l'impact. L'angle d'entrée atmosphérique joue aussi un rôle crucial. Un objet arrivant perpendiculairement à la surface traverse le moins d'atmosphère possible et frappe avec une énergie maximale. Un objet arrivant à un angle rasant, disons 15 degrés par rapport à l'horizon, traverse beaucoup plus d'atmosphère et subit plus de freinage et de stress structural. Cependant, les statistiques géométriques simples montrent que les impacts perpendiculaires sont rares. La plupart des impacts se produisent à des angles entre 30 et 60 degrés, un compromis entre l'extrême et le rasant. Pour calculer la probabilité qu'un objet spécifique frappe la Terre, les astronomes doivent résoudre un problème mathématique d'une complexité étourdissante. Ils commencent avec les observations. Plusieurs points de lumière capturés à différents moments, montrant la position de l'objet contre le fond des étoiles fixes. À partir de ces positions, ils doivent déduire une orbite tridimensionnelle complète. La forme de l'ellipse orbitale caractérisée par son demi-grand axe et son excentricité, l'orientation de cette ellipse dans l'espace définie par 3 angles, et la position de l'objet sur cette orbite à un moment donné. Chaque observation comporte des incertitudes. Le télescope a une résolution limitée. L'atmosphère terrestre déforme légèrement les images. Le calcul du temps exact de l'observation comporte des marges d'erreur minuscules mais non nulles. Toutes ces incertitudes se propagent à travers les calculs orbitaux, créant non pas une orbite unique et parfaitement définie, mais une région de l'espace orbital où l'objet pourrait se trouver. Cette région s'appelle l'ellipsoïde d'incertitude. Pour les objets nouvellement découverts avec peu d'observations, cet ellipsoïde peut être énorme, s'étendant sur des millions de kilomètres. Au fil des observations supplémentaires, l'ellipsoïde se rétrécit, mais il ne disparaît jamais complètement. Il reste toujours une incertitude irréductible. Quand les astronomes calculent la probabilité d'impact, ils calculent essentiellement quelle fraction de cette ellipsoïde d'incertitude intersecte la Terre à un moment futur donné. Si une partie significative de l'ellipsoïde traverse notre planète, la probabilité d'impact est élevée. Si seulement une infime fraction le fait, la probabilité est faible, mais rarement elle est exactement zéro. Cette incertitude fondamentale signifie que les prédictions d'impact peuvent changer radicalement avec de nouvelles observations. Un objet initialement classé comme potentiellement dangereux peut être disculpé, quand des observations supplémentaires affinent son orbite et montrent qu'il passera bien loin. A l'inverse, un objet jugé inoffensif peut soudainement voir sa probabilité d'impact augmenter quand de meilleures données révèlent une trajectoire plus préoccupante. C'est un processus vivant, en constante évolution, alimenté par un flux continu de nouvelles observations. Les perturbations gravitationnelles compliquent encore le tableau. Jupiter, avec sa masse colossale équivalente à 318 fois celle de la Terre, perturbe constamment les orbites de tous les objets du système solaire. Saturne, bien que plus éloigné, contribue aussi significativement. Même la Terre elle-même peut modifier l'orbite d'un astéroïde lors d'un passage rapproché. Si un objet passe suffisamment près de la Terre sans la frapper, notre gravité le dévie légèrement, changeant son orbite future. Cet effet de trou de serrure gravitationnelle peut transformer un passage inoffensif en une configuration qui garantit presque une collision lors du prochain retour. L'astéroïde Apophis illustre parfaitement ce phénomène. Découvert en 2004, les calculs initiaux suggéraient une probabilité d'impact de 2,7% en 2029, un chiffre terrifiant pour un objet de 370 mètres de diamètre. Des observations supplémentaires ont éliminé ce risque pour 2029. Mais Apophis passera à seulement 32 000 km de la Terre en 2029, plus près que les satellites géostationnaires. Ce passage modifiera son orbite de manière complexe. Les calculs actuels montrent que le risque d'impact lors des retours ultérieurs est extrêmement faible, mais l'incertitude augmente pour les passages plus lointains dans le futur. Malgré toute notre sophistication mathématique, nos télescopes de plus en plus puissants, nos simulations informatiques qui modélisent des milliards de trajectoires, nous restons confrontés à une vérité inconfortable. Le problème a N corps,
calculer les trajectoires exactes de multiples objets interagissant gravitationnellement. N'a pas de solution analytique générale pour n supérieur à 2. Nous utilisons des approximations, des intégrations numériques, des simulations qui approchent de la réalité mais ne peuvent jamais la capturer parfaitement. Et au cœur de toute cette machinerie scientifique, il reste des questions pour lesquelles nous n'avons simplement pas de réponse définitive. Plusieurs dizaines de télescopes à travers le monde pointent leurs optiques vers le ciel chaque nuit claire, chassant ces fantômes rocheux qui dérivent dans l'obscurité. Le Catalina Sky Survey en Arizona, opérant depuis 1998, utilise plusieurs télescopes dédiés exclusivement à la recherche d'objets géocroiseurs. Ces caméras CCD capturent la même région du ciel plusieurs fois par nuit, puis des algorithmes comparant les images pour identifier les points lumineux qui se sont déplacés par rapport aux étoiles fixes. Chaque point mobile est un objet potentiel. Peut-être une nouvelle découverte, peut-être une menace jamais répertoriée. Le Pan-STARRS, situé à Hawaï et opérationnel depuis 2008, scanne systématiquement l'ensemble du ciel visible plusieurs fois par mois. Ces détecteurs comptent parmi les plus sensibles jamais construits pour l'astronomie grand champ. Il a découvert des milliers d'astéroïdes, des centaines de comètes, et continue d'ajouter de nouveaux objets au catalogue chaque semaine. Mais même avec sa sensibilité impressionnante, il ne peut voir que les objets suffisamment grands et suffisamment proches pour réfléchir assez de lumière solaire. L'Astéroid Terrestrial Impact. Last Alert System, connu sous l'acronyme ATLAS, représente une approche différente. Plutôt que de chercher la précision maximale, ATLAS privilégie la couverture et la rapidité. Ces 4 télescopes, distribués entre Hawaï et l'Afrique du Sud, scannent l'ensemble du ciel visible 2 fois par nuit. Le système essaie spécifiquement optimisé pour détecter les objets en approche rapide, ceux qui pourraient apparaître soudainement et donner seulement quelques jours ou semaines d'avertissement. C'est Atlas qui a détecté l'astéroïde 2019M, au seulement 12 heures avant qu'il n'entre dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Indien, créant une boule de feu spectaculaire, mais heureusement inoffensive. Ces systèmes de surveillance fonctionnent dans une course perpétuelle contre le temps et la géométrie. Chaque nuit claire est précieuse. Les nuits de nouvelle lune, sans l'éblouissement lunaire, permettent de détecter des objets plus faibles. Mais la lune n'est nouvelle qu'une fois par mois. Et même alors, les conditions météorologiques peuvent obscurcir le ciel. Un télescope terrestre perd environ la moitié de son temps d'observation potentiel à cause de la météo, du jour solaire et de la lune brillante. C'est une limitation fondamentale de l'astronomie basée au sol. En 2019, les astronomes ont répertorié un objet particulièrement préoccupant. 2019 SU3. Cet astéroïde d'environ 15 mètres de diamètre est passé à seulement 150 000 km de la Terre, environ 40% de la distance lunaire. Sa proximité n'était pas le détail le plus troublant. C'était sa vitesse relative, 33 km par seconde. À cette vitesse, même un objet relativement petit transporte une énergie dévastatrice. Heureusement, il a manqué notre planète, mais son existence confirme que l'espace proche de la Terre est un environnement dynamique, traversé constamment par des objets sur des trajectoires imprévisibles. L'astéroïde 2021 UA1 a établi un nouveau record inquiétant. En octobre 2021, il est passé à seulement 3000 km au-dessus de l'Antarctique. C'est approximativement l'altitude des satellites en orbite basse. Il mesurait environ 2 mètres de diamètre, trop petit pour causer des dommages significatifs au sol. Mais sa trajectoire était presque perpendiculaire au plan de l'écliptique où orbitent les planètes. Ces objets sur des orbites fortement inclinées sont particulièrement difficiles à la détecter, car ils passent peu de temps dans les régions du ciel que les programmes de surveillance scrutent le plus intensément. Puis, il y a les objets déjà catalogués, mais dont les orbites présentent des caractéristiques troublantes. L'astéroïde 2010 F12, environ 7 mètres de diamètre, possède une orbite presque identique à celle de la Terre. Il orbite autour du Soleil avec une période de 365 jours, suivant un chemin qui le rapproche de notre planète tous les quelques années. Les calculs montrent qu'il pourrait passer extrêmement près en 2095, bien que les incertitudes orbitales pour cette date lointaine rendent les prédictions difficiles. L'astéroïde 1950D.
présente un cas encore plus fascinant et terrifiant. Découvert en 1950, observé pendant 17 jours, puis perdu pendant un demi-siècle avant d'être redécouvert en 2000, cet objet d'environ 1 km de diamètre possède une probabilité d'impact d'environ 0,3% le 16 mars 2880. Cela semble lointain, et ça l'est. Mais c'est aussi la plus haute probabilité d'impact connue pour un objet de cette taille. Une chance sur 300 peut sembler rassurante jusqu'à ce que tu réalises qu'un impact libérerait une énergie équivalente à 44 800 mégatonnes et pourrait provoquer une extinction massive. Ce qui rend 1950D particulièrement intéressant scientifiquement est que nous avons des siècles pour l'étudier et potentiellement agir. C'est un cas test parfait pour évaluer nos capacités à long terme. Les observations radar ont révélé qu'il tourne extrêmement rapidement, complétant une rotation en seulement 2 heures et 6 minutes. À cette vitesse, la force centrifuge devrait théoriquement désintégrer un tas de gravats maintenus ensemble uniquement par l'attraction gravitationnelle. Le fait que l'astéroïde reste intact suggère soit qu'il possède une structure interne cohésive, soit que des forces de cohésion de Van der Waals entre les grains de surface le maintiennent ensemble. Cette distinction n'est pas académique. Elle détermine comment l'objet réagirait à une tentative de déviation. La trajectoire future de 1950 DA dépend aussi d'un facteur apparemment trivial, l'effet Yarkovsky. Quand un astéroïde absorbe la lumière solaire, il se réchauffe. Quand il tourne et que sa face réchauffée fait face à l'espace froid, il rayonne cette chaleur sous forme d'infrarouge. Ce rayonnement thermique exerce une minuscule poussée, comme une fusée microscopique. Sur des siècles, cette poussée change l'orbite. Pour 1950 DA, l'incertitude dans l'effet Yarkovsky est l'une des principales sources d'incertitude dans les prédictions d'impact pour 2880. Nous ne connaissons pas précisément ses propriétés thermiques, donc nous ne pouvons pas calculer exactement comment son orbite évoluera. Ces subtilités révèlent à quel point notre prédiction des trajectoires futures reste fondamentalement limitée. Nous ne pouvons pas simplement pointer un télescope sur un astéroïde, calculer son orbite une fois et considérer le problème résolu. Chaque objet est un système dynamique complexe, affecté par la gravité, la lumière, sa propre rotation, peut-être le dégazage s'il contient des volatiles. Prédire avec certitude où un astéroïde sera dans plusieurs siècles nécessite de connaître tous ces facteurs avec une précision que nous ne possédons simplement pas. Mais admettons que nous détections un objet en approche avec suffisamment de préavis. Que pourrions-nous réellement faire ? Les propositions pour dévier un astéroïde dangereux se divisent en plusieurs catégories, chacune avec ses avantages théoriques et ses défis pratiques écrasants. L'impacteur cinétique consiste à envoyer un vaisseau spatial s'écraser délibérément contre l'astéroïde à grande vitesse. Le transfert de quantité de mouvement modifie légèrement la vitesse de l'astéroïde, ce qui, sur des années ou des décennies, se traduit par un changement de position orbitale significatif. C'est la méthode testée par la mission DART qui a frappé l'astéroïde Dimorphos en septembre 2022. L'impact a modifié la période orbitale de Dimorphos de 32 minutes, prouvant le concept. Mais Dimorphos était une cible idéale. Petit, environ 160 mètres de diamètre, dans un système binaire où les changements orbitaux sont facilement mesurables, et surtout, ce n'était qu'un test. Un vrai scénario de déviation serait infiniment plus complexe. D'abord, il faudrait lancer la mission des années à l'avance. Un impacteur cinétique n'est efficace que si le changement de vitesse infime a le temps de s'accumuler en un changement de position suffisant pour manquer la Terre. Quelques années de préavis ne suffiraient même probablement pas. Ensuite, la structure de l'astéroïde détermine l'efficacité de l'impact. Un objet solide et cohésif transfère efficacement la quantité de mouvement. Un tas de gravats, un agrégat lâche de roches maintenus ensemble par une gravité faible, pourrait simplement absorber l'impact, se déformer, puis se reconsolider avec un changement de vitesse minimale. Nous ne connaissons la structure interne d'aucun astéroïde potentiellement dangereux avec certitude. Nous pouvons faire des suppositions basées sur la densité apparente et le comportement observé, mais rien de définitif. La technique du tracteur gravitationnel propose une approche plus douce mais technologiquement exigeante. Un vaisseau spatial massif stationnerait à proximité de l'astéroïde pendant des mois ou des années.
Sa propre gravité, bien que faible, tirerait constamment sur l'astéroïde. Maintenu en position par des propulseurs ioniques, le vaisseau pourrait lentement, presque imperceptiblement, modifier la trajectoire de l'astéroïde. Cette méthode a l'avantage de fonctionner indépendamment de la structure de l'astéroïde et d'être entièrement contrôlable et réversible. Mais elle nécessite des décennies de préavis pour être efficace. La force gravitationnelle entre un vaisseau de quelques tonnes et un astéroïde de millions de tonnes est infinitésimale. Accumuler un changement de vitesse de quelques centimètres par seconde pourrait prendre 10 ou 20 ans de remorquage gravitationnel continu. De plus, maintenir un vaisseau en station près d'un astéroïde pendant si longtemps nécessite des systèmes de propulsion et de contrôle d'une fiabilité jamais atteinte dans l'exploration spatiale actuelle. Puis, il y a l'option nucléaire, souvent présentée dans la culture populaire comme la solution évidente. L'idée est soit de fragmenter l'astéroïde avec une explosion nucléaire directe, soit d'utiliser l'énergie de l'explosion pour vaporiser une partie de la surface, créant un jet de matière qui agirait comme une fusée naturelle propulsant l'astéroïde dans une direction différente. Les calculs théoriques suggèrent qu'une explosion nucléaire bien placée pourrait être beaucoup plus efficace qu'un impacteur cinétique, mais cette approche comporte des risques terrifiants. Fragmenter un astéroïde pourrait créer plusieurs objets plus petits, tous toujours sur des trajectoires de collision. Au lieu d'un impact dévastateur, nous pourrions nous retrouver avec une pluie de fragments, chacun transportant assez d'énergie pour dévaster une région. Si les fragments se séparent suffisamment tôt, ils pourraient en diverger assez pour manquer la Terre. Mais si la fragmentation se produit trop tard, nous aurions simplement transformé une balle de canon en mitraille. L'utilisation d'une explosion de surface pour créer un jet propulsif nécessite une compréhension précise de la composition et de la structure de l'astéroïde. Exploser une bombe nucléaire du mauvais côté créerait un jet qui pousserait l'astéroïde vers la Terre plutôt que loin d'elle. Et il y a la question politique écrasante. Qui décide d'utiliser des armes nucléaires dans l'espace ? Les traités internationaux actuels interdisent le placement d'armes nucléaires en orbite, bien que des exceptions pourraient théoriquement être négociées face à une menace d'extinction. Toutes ces méthodes partagent un défaut commun. Elles nécessitent du temps, beaucoup de temps. Les missions spatiales vers des astéroïdes prennent des années à planifier, construire et lancer. Le voyage vers un astéroïde peut prendre des mois ou des années supplémentaires. Si nous détections un objet dangereux aujourd'hui avec une collision prévue dans 5 ans, il serait probablement déjà trop tard pour lancer une mission de déviation efficace. Nous aurions le temps d'évacuer les zones à risque si l'impact était localisé, de stocker de la nourriture et des ressources si l'impact risquait de perturber l'agriculture mondiale. Mais nous ne pourrions probablement pas empêcher l'impact lui-même. Cette réalité transforme la détection précoce de potentiellement utile à absolument critique. Un objet détecté une décennie à l'avance laisse le temps de lancer une mission. Un objet détecté 2 décennies à l'avance permet même des tentatives multiples si la première échoue. Mais cette détection précoce nécessite de voir des objets plus petits, plus sombres, plus éloignés que ce que nos systèmes actuels peuvent accomplir de manière fiable. C'est ici que la transition vers la violence cosmique réelle commence à se manifester. Parce que les impacts d'astéroïdes ne sont pas seulement des collisions mécaniques, ils déclenchent des cascades de destruction qui transforment l'énergie cinétique en chaleur, en ondes de choc, en éjectats balistiques, en tremblements de terre, en tsunamis, en bouleversements atmosphériques qui peuvent affecter la planète entière. Quand un objet frappe le sol ou l'océan à des dizaines de kilomètres par seconde, la physique normale s'effondre. La roche ne se comporte plus comme de la roche solide. Sous les pressions et températures extrêmes du point d'impact, elle se comporte comme un fluide, presque comme de l'eau. On appelle cela le régime hydrodynamique. La matière s'écoule, tourbillonne, est éjectée dans des jets supersoniques. Les premières microsecondes de l'impact voient des pressions atteignant plusieurs millions d'atmosphères et des températures dépassant 10 000 degrés Celsius. Ces conditions extrêmes créent des minéraux qui ne peuvent se former nulle part ailleurs sur Terre. La cohésite et la stichovite sont des formes de quartz à haute pression trouvées uniquement dans les cratères d'impact et les sites d'essais nucléaires souterrains. Leur présence dans une formation géologique est une signature indiscutable d'un événement de pression et température extrême. Les diamants peuvent cristalliser instantanément. Le verre se forme à partir de roches fondues et refroidies en quelques secondes.
L'onde de choc se propage depuis le point d'impact à des vitesses supersoniques, comprimant et fracturant la roche sur des dizaines de kilomètres. Derrière l'onde de choc vient l'onde de raréfaction, une zone de pression soudainement réduite qui fait littéralement exploser la roche déjà fracturée. C'est cette combinaison d'ondes de compression et de raréfaction qui excave le cratère, éjectant des volumes de matière des milliers de fois supérieurs au volume de l'impacteur lui-même. Le matériau éjecté suit des trajectoires balistiques. Les fragments les plus rapides, accélérés à des vitesses dépassant la vitesse de libération terrestre de 11,2 km par seconde, quittent la planète pour toujours, devenant eux-mêmes de petits astéroïdes. D'autres retombent plus près, créant des cratères secondaires dispersés autour du cratère principal. La plupart retombent dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, enfouissant tout sous une couche de débris pulvérisés appelée couverture d'éjecta. Mais c'est seulement le début de la cascade destructive. L'énergie libérée par un impact majeur ne reste pas confinée au point de collision. Elle se propage, se transforme, se multiplie à travers tous les systèmes interconnectés de la planète. Si l'impact se produit en océan, et statistiquement c'est le cas le plus probable, l'eau déplacée devient une arme planétaire. Imagine un astéroïde de 400 mètres de diamètre frappant l'océan Atlantique à 25 km par seconde. Dans les premières fractions de seconde, l'eau au point d'impact n'est pas simplement déplacée, elle est vaporisée instantanément. Des millions de tonnes d'eau se transforment en vapeur surchauffée qui explose vers le haut dans un panache atteignant la stratosphère. Mais l'onde de choc se propage aussi latéralement à travers l'eau liquide, créant une perturbation qui soulève la surface océanique en un dôme temporaire de plusieurs kilomètres de hauteur. Ce dôme s'effondre sous son propre poids en quelques secondes, mais son effondrement génère des vagues radiantes qui se propagent dans toutes les directions. Ces vagues ne ressemblent en rien aux vagues de tempête ordinaires. En eau profonde, elles peuvent atteindre des hauteurs modestes, peut-être quelques mètres, mais elles transportent une quantité d'énergie colossale et se déplacent à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par heure. La longueur d'onde, la distance entre deux crêtes successives, peut s'étendre sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Quand ces vagues approchent les côtes et rencontrent des eaux peu profondes, leur comportement change dramatiquement. La friction avec le fond océanique ralentit la base de la vague, mais son sommet continue à la même vitesse. La vague se comprime verticalement, s'élevant de plus en plus haut. Un tsunami qui mesurait 3 mètres en eau profonde peut atteindre 30 mètres en approchant d'une côte en pente douce. La première vague n'est souvent pas la plus haute. Parfois, la deuxième ou la troisième vague transporte le plus d'énergie. L'impact océanique de Chicxulub a généré des tsunamis dont les dépôts géologiques ont été identifiés à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres sur ce qui est aujourd'hui le sud des États-Unis. Des couches de sédiments marins, mélangées avec des débris terrestres, déposés violemment et rapidement, témoignent de vagues qui ont balayé des régions côtières entières. Les modélisations suggèrent des hauteurs de vagues initiales dépassant 100 mètres au moment où elles ont frappé les côtes du golfe du Mexique. Un impact comparable aujourd'hui dans l'Atlantique Nord enverrait des tsunamis dévastateurs vers les côtes européennes et américaines. Les villes côtières comme New York, Lisbonne, Londres ne sont protégées par aucune barrière naturelle significative. Les systèmes d'alerte tsunami actuels, conçus pour les tsunamis générés par des tremblements de terre sous-marins qui donnent généralement plusieurs heures d'avertissement, seraient probablement inutiles. Un tsunami d'impact se propagerait trop rapidement et la détection de l'impact déclencherait une alerte quand les vagues seraient déjà en route, laissant peut-être quelques heures au mieux pour évacuer des millions de personnes. Les impacts terrestres génèrent une forme différente de destruction à distance, les tremblements de terre. L'énergie sismique d'un impact majeur dépasse de loin celle du plus puissant séisme tectonique jamais enregistré. Le tremblement de terre de Valdivia au Chili, en 1960, le plus puissant instrumentalement enregistré, atteignait une magnitude de 9,5. Il a libéré une énergie d'environ 250 mégatonnes. L'impact de Chicxulub a libéré environ 100 millions de mégatonnes, 400 000 fois plus d'énergie. Cette énergie s'est propagée sous forme d'ondes sismiques à travers toute la planète. Les modèles géophysiques suggèrent que l'onde sismique initiale aurait équivalu à une magnitude de 11 ou 12 à proximité du point d'impact, une valeur
qui dépassent l'échelle de Richter standard. À des milliers de kilomètres, les secousses auraient encore été suffisantes pour déclencher des glissements de terrain, effondrer des structures naturelles instables et terrifier toute créature assez malchanceuse pour être vivante ce jour-là. Mais les ondes sismiques ne voyagent pas seulement à travers la croûte terrestre. Elles pénètrent profondément dans le manteau, se réfléchissent sur le noyau et convergent au point antipodal, directement opposé à l'impact de l'autre côté de la planète. Cette convergence crée une zone de secousse intense et concentrée. Pour Chicxulub, le point antipodal se situait quelque part dans l'océan Indien. Les preuves géologiques de perturbations à cet endroit datant de la même époque sont difficiles à identifier après 66 millions d'années d'activité tectonique et de sédimentation. Mais le phénomène de focalisation antipodale est bien compris, théoriquement. L'impact de Vredefort, il y a 2 milliards d'années, a probablement créé des ondes sismiques qui ont fracturé la croûte terrestre sur des milliers de kilomètres. Certains géologues ont spéculé que de tels impacts géants pourraient déclencher ou modifier l'activité volcanique en fracturant des chambres magmatiques ou en créant des chemins pour la remontée du magma. Les preuves directes sont difficiles à établir sur des échelles de temps géologiques, mais la coïncidence temporelle entre certains grands impacts et des épisodes de volcanisme intense continue d'intriguer les chercheurs. Les impacts génèrent aussi des incendies à une échelle incompréhensible. L'éjecta balistique retombant de l'espace rentre dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques. La friction avec l'air chauffe ces fragments à des températures incandescentes. Des milliards de tonnes de roches en fusion, pleuvant simultanément sur des continents entiers, rayonnent une chaleur infrarouge intense. Les modèles pour Chicxulub suggèrent que cette pluie de feu était suffisamment intense pour enflammer la végétation sur des millions de kilomètres carrés. Les carottes de sédiments, datant de la limite Crétacé-Paléogène, montrent une fine couche de suie distribuée globalement. Cette suie provient de la combustion massive de biomasse, essentiellement des incendies de forêts continentaux se produisant simultanément partout où l'éjecta incandescent est retombé. L'atmosphère s'est remplie de fumée. Combinée avec la poussière d'impact déjà présente, cette fumée a créé un obscurcissement encore plus profond. Les températures globales se sont effondrées. Les modèles climatiques les plus récents suggèrent une chute de 15 à 20 degrés Celsius dans les premières semaines suivant l'impact. Les régions tropicales ont connu des températures glaciales. L'obscurité était si profonde que la photosynthèse s'est pratiquement arrêtée. Les plantes terrestres sont mortes en masse. Le phytoplancton océanique, base de toute la chaîne alimentaire marine, s'est effondré. Cet hiver d'impact aurait duré des mois, peut-être des années. Quand la poussière a finalement commencé à se déposer, un effet inverse s'est produit. Le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau éjectée par l'impact et relâchée par les incendies sont restés dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre ont piégé la chaleur solaire, créant un réchauffement brutal. Les températures ont oscillé violemment entre des extrêmes glaciaux et des chaleurs étouffantes sur des échelles de temps de quelques années. Très peu d'écosystèmes pouvaient s'adapter à de tels changements rapides. L'acidification océanique a ajouté une autre couche de destruction. L'impact a vaporisé d'énormes quantités de roches riches en soufre. Le dioxyde de soufre relâché s'est dissous dans les précipitations, créant de l'acide sulfurique qui est tombé sous forme de pluie acide pendant des mois. Les océans ont absorbé ces acides ainsi que du dioxyde de carbone atmosphérique en excès, abaissant drastiquement leur pH. Les organismes marins avec des coquilles calcaires, comme les foraminifères planctoniques et les ammonites, ont été particulièrement vulnérables. Leurs coquilles se dissolvaient littéralement dans l'eau de mer acidifiée. Les archives fossiles montrent que les ammonites, qui avaient prospéré dans les océans pendant plus de 300 millions d'années, se sont complètement éteintes à la limite Crétacé-Paléogène. Les foraminifères planctoniques ont subi une extinction massive avec plus de 90% des espèces disparaissant. La chaîne alimentaire océanique s'est effondrée depuis sa base, provoquant des extinctions en cascade à travers tous les niveaux trophiques. Sur Terre, les dinosaures non aviaires ont disparu. Aucun animal terrestre pesant plus de 25 kg n'a survécu. Les petits mammifères, certains oiseaux, les crocodiliens, certains reptiles et amphibiens ont traversé la catastrophe, probablement grâce à leur petite taille, leurs besoins énergétiques réduits ou leurs habitudes fouisseuses
qui les protégeait partiellement des températures extrêmes et de la pluie de feu initiale. Mais Chicxulub n'était pas le seul grand impact de l'histoire terrestre. Le cratère de Sudbury, en Ontario, Canada, date d'environ 1,850 milliard d'années. L'impacteur mesurait probablement 10 à 15 km de diamètre. Le cratère original avant l'érosion et la déformation tectonique mesurait environ 250 km de diamètre. L'impact a fondu des volumes colossaux de roches, créant ce qui est aujourd'hui l'un des plus grands complexes miniers du monde, riche en nickel et cuivre concentrés par les processus d'impact. Le cratère de Manicouagan au Québec, formé il y a 214 millions d'années, mesure 100 km de diamètre. Aujourd'hui, il est rempli par un lac en forme d'anneau, créant l'une des structures d'impact les plus visuellement frappantes visibles depuis l'espace. L'impacteur mesurait environ 5 km de diamètre. Certains chercheurs ont proposé que cet impact, coïncidant approximativement avec l'extinction du Trias jurassique, qui a tué environ 75% des espèces, pourrait avoir contribué à cette crise biologique, bien que les preuves directes restent débattues. Ces impacts anciens nous rappellent que la Terre a été bombardée régulièrement tout au long de son histoire. Le grand bombardement tardif, une période il y a environ 4 milliards d'années où le taux d'impact dans le système solaire interne a apparemment augmenté dramatiquement, a littéralement remodelé la surface de toutes les planètes rocheuses. La Lune, préservant cette histoire sans atmosphère ni tectonique des plaques pour l'effacer, montre des milliers de cratères de cette époque. La Terre a subi le même bombardement, mais presque toutes les preuves ont été effacées par l'érosion, la tectonique et le volcanisme. Les plus anciennes roches terrestres connues datent d'environ 4 milliards d'années. Avant cela, notre connaissance de l'histoire terrestre provient principalement de modélisation et de l'étude d'autres corps planétaires. Certains chercheurs proposent que ce bombardement intense a pu retarder l'émergence de la vie, stérilisant la surface à plusieurs reprises. D'autres suggèrent paradoxalement que les impacts ont pu apporter l'eau et les molécules organiques nécessaires à la vie. Les comètes représentent que une catégorie particulière de menaces cosmiques. Contrairement aux astéroïdes qui restent généralement dans le système solaire interne et moyen, les comètes proviennent des régions glacées lointaines. Le nuage d'Oort, un réservoir théorique de billions de noyaux cométaires, s'étend jusqu'à des dizaines de milliards d'unités astronomiques du Soleil, presque à mi-chemin de l'étoile la plus proche. Les perturbations gravitationnelles causées par des étoiles passantes ou par la marée galactique peuvent envoyer ces noyaux cométaires en chute libre vers le système solaire interne. Une comète arrivant du nuage d'Oort peut atteindre des vitesses de 70 km par seconde ou plus en approchant le Soleil. Ces vitesses extrêmes signifient que le temps d'avertissement entre la détection et l'arrivée potentielle peut être très court, peut-être quelques mois seulement. De plus, ces comètes arrivent sur des orbites presque paraboliques, pratiquement imprévisibles jusqu'à ce qu'elles soient déjà bien engagées dans leur plongée vers le système solaire interne. La comète Shoemaker-Levy 9 a offert à l'humanité un aperçu spectaculaire de ce qu'un impact cométaire peut produire. En juillet 1994, cette comète fragmentée en plus de 20 morceaux distincts s'est écrasée sur Jupiter. Les astronomes du monde entier ont observé avec fascination et une certaine terreur. Chaque fragment a créé une boule de feu visible depuis la Terre, située à plus de 600 millions de kilomètres. Certaines cicatrices d'impact étaient plus grandes que la Terre entière, visibles comme des taches sombres dans l'atmosphère jovienne pendant des mois. L'énergie libérée par les plus grands fragments a été estimée à 6 millions de mégatonnes, 120 fois l'énergie de Chicxulub. Heureusement, Jupiter a absorbé ces coups. Avec une masse 318 fois supérieure à celle de la Terre et une gravité beaucoup plus forte, Jupiter attire effectivement de nombreux objets qui autrement pourraient dériver vers le système solaire interne. Certains scientifiques appellent Jupiter notre gardien cosmique, bien que ce rôle protecteur soit débattu. La forte gravité jovienne peut aussi perturber les orbites et envoyer des objets vers nous. Mais il existe des menaces au-delà des impacts physiques. Le Soleil lui-même peut générer des événements catastrophiques. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale libèrent d'énormes quantités d'énergie et de particules chargées dans l'espace. L'événement de Carrington en 1859, la plus puissante tempête solaire jamais enregistrée,
a créé des aurores visibles jusqu'aux tropiques et a induit des courants électriques suffisants pour mettre le feu aux équipements télégraphiques. Si un événement de cette magnitude frappait aujourd'hui notre civilisation dépendante de l'électronique, les conséquences seraient dévastatrices. Les satellites seraient endommagés ou détruits par les radiations. Les réseaux électriques pourraient en subir des pannes en cascade. Les transformateurs haute tension, essentiels pour la distribution d'électricité et nécessitant des mois ou des années pour être fabriqués et remplacés, seraient grillés par les courants géomagnétiques induits. Une étude de 2008 par l'Académie nationale des sciences américaines a estimé qu'une tempête solaire extrême aujourd'hui pourrait causer jusqu'à 2000 milliards de dollars de dommages aux seuls États-Unis et nécessiter 4 à 10 ans pour une récupération complète. Les rayons cosmiques galactiques représentent une menace plus subtile mais constante. Ces particules de haute énergie, principalement des protons accélérés par des supernovas et d'autres événements violents dans la galaxie, bombardent constamment la Terre. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protègent au sol. Mais les astronautes en orbite et les futurs explorateurs voyageant vers Mars seront exposés à des doses significatives de radiation. Un événement de particules solaires pendant un voyage spatial interplanétaire pourrait délivrer une dose létale en quelques heures. Il existe aussi une possibilité encore plus terrifiante rarement discutée, un sursaut gamma. Ces explosions ultra-énergétiques, générées par certaines supernovas ou par la fusion de deux étoiles à neutrons, sont les événements les plus brillants de l'univers. Un sursaut gamma typique libère en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil en émettra durant toute son existence de 10 milliards d'années. Si un tel événement se produisait dans notre galaxie et que son faisceau étroitement concentré était dirigé vers la Terre, les conséquences seraient apocalyptiques. Les rayons gamma frapperaient l'atmosphère, détruisant la couche d'ozone. Les radiations ultraviolettes solaires, normalement filtrées par l'ozone, atteindraient la surface à des niveaux mortels. La photosynthèse serait perturbée. Les mutations génétiques augmenteraient dramatiquement. Certains chercheurs ont spéculé qu'une extinction massive ordovicienne, il y a 450 millions d'années, pourrait avoir été déclenchée par un sursaut gamma. Bien que cette hypothèse reste très débattue faute de preuves directes. La probabilité d'un sursaut gamma affectant la Terre est extrêmement faible à l'échelle de temps humaine. Les sursauts gamma sont rares et leurs faisceaux sont étroits. Mais sur des échelles de temps géologiques, la probabilité devient non négligeable. Et contrairement aux impacts d'astéroïdes que nous pourrions théoriquement dévier avec suffisamment de préavis, un sursaut gamma arriverait à la vitesse de la lumière, sans avertissement. Nous saurions qu'il s'est produit exactement au moment où il nous frapperait. Voilà la vérité fondamentale qui émerge de toutes ces menaces cosmiques. Nous habitons un univers intrinsèquement violent où notre existence dépend d'un équilibre précaire de circonstances favorables. Nous sommes protégés par notre atmosphère, notre magnétosphère, par Jupiter qui nettoie certaines de nos trajectoires, par le simple hasard statistique que rien de catastrophique ne nous a frappés récemment. Mais cette protection n'est ni absolue ni garantie. Et face aux forces les plus extrêmes que l'univers peut déployer, notre technologie la plus avancée reste pathétiquement inadéquate. Qu'est-ce qui se dirige vraiment vers nous dans l'obscurité cosmique que nos télescopes n'ont pas encore aperçue? Toutes ces menaces physiques, ces calculs de trajectoire, ces énergies dévastatrices nous confrontent à une question plus profonde que la simple survie matérielle. Elles nous forcent à regarder notre place dans le cosmos, avec une lucidité inconfortable. Nous ne sommes pas les protagonistes protégés d'une histoire cosmique. Nous sommes des témoins accidentels, des survivants provisoires dans un univers qui ne nous remarque pas et qui pourrait nous effacer sans intention ni malice, simplement par le fonctionnement aveugle de ses lois physiques. Pendant des millénaires, l'humanité s'est placée au centre de la création. Les anciennes cosmologies imaginaient la Terre immobile au cœur de tout. Les étoiles comme de simples lumières décoratives accrochées à une sphère céleste tournant autour de nous. Même après que Copernic et Galilée ont déplacé la Terre de cette position centrale, nous avons continué à croire que notre monde était spécial, protégé, destiné à quelque chose. L'idée qu'un rocher sans conscience pourrait terminer toute l'histoire humaine par simple coïncidence géométrique défie cet narcissisme cosmique profondément enraciné.
Considère ce paradoxe troublant. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune contenant en moyenne des centaines de milliards d'étoiles. Les planètes sont apparemment communes, avec des estimations suggérant des billions de mondes rocheux dans des zones habitables à travers le cosmos. Les éléments chimiques nécessaires à la vie telle que nous la connaissons, carbone, hydrogène, azote, oxygène, sont parmi les plus abondants de l'univers. Les molécules organiques complexes ont été détectées dans les nuages interstellaires, les comètes, les météorites. Tous les ingrédients de la vie semblent omniprésents. Pourtant, après des décennies d'écoute avec des radiotélescopes de plus en plus sensibles, après l'analyse de milliers d'exoplanètes, nous n'avons détecté aucun signal indiscutable d'une autre civilisation technologique. Le silence cosmique reste total. C'est le paradoxe de Fermi dans sa forme la plus brutale. Si la vie intelligente devrait être commune, où sont-ils tous ? Une des réponses les plus sombres à ce paradoxe est le concept de grand filtre. L'idée est qu'il existe une ou plusieurs étapes dans l'évolution d'une civilisation qui sont extraordinairement difficiles à franchir. Peut-être que l'émergence de la vie elle-même est extrêmement rare. Peut-être que le passage de la vie simple à la vie complexe multicellulaire est un goulot d'étranglement presque infranchissable. Ou peut-être que le filtre se trouve devant nous, dans notre futur. Si le filtre est derrière nous, nous sommes miraculeusement chanceux. La vie sur Terre aurait franchi des étapes que presque aucune autre ne franchit. Mais si le filtre est devant nous, cela suggère quelque chose de terrifiant. Que toutes les civilisations technologiques, ou presque, se détruisent ou sont détruites avant de pouvoir coloniser leur galaxie ou même simplement de faire entendre leur présence à travers l'espace interstellaire. Les impacts cosmiques pourraient constituer une partie de ce filtre. Une civilisation qui émerge sur une planète dans un système solaire particulièrement riche en débris cométaires pourrait être régulièrement frappée avant d'atteindre le niveau technologique nécessaire pour se défendre. Les extinctions répétées réinitialisent l'évolution, empêchant l'émergence d'une intelligence durable. La Terre elle-même a connu au moins 5 extinctions massives majeures avant celle des dinosaures. Chacune aurait pu être la fin de toute possibilité de vie complexe si les circonstances avaient été légèrement différentes. Imagine une planète jumelle de la Terre quelque part dans la galaxie où l'évolution a produit quelque chose d'analogue aux dinosaures. Mais là-bas, aucun impact n'était venu les exterminer il y a 66 millions d'années. Les dinosaures ont continué à dominer. Peut-être qu'une lignée a développé l'intelligence, peut-être qu'une civilisation de sauriens existe quelque part dans le cosmos. Ou peut-être qu'un impact encore plus grand est venu il y a 10 millions d'années et a stérilisé complètement cette planète, ne laissant que des bactéries dans les couches géologiques profondes. Nous ne le saurons jamais. Cette incertitude sur notre propre futur transforme chaque découverte d'un nouvel objet géocroiseur en une méditation forcée sur la mortalité collective. Nous sommes la première espèce sur Terre à être consciente de cette menace, à pouvoir la calculer, à tenter d'y répondre. Mais cette conscience apporte son propre fardeau. Les dinosaures n'ont pas vu venir leur fin. Ils n'ont pas passé leur dernière décennie à observer le ciel avec angoisse. Ils n'ont pas contemplé leur propre extinction imminente. Dans un sens terrible, nous avons perdu une forme d'innocence que toutes les autres espèces conservent. Certains philosophes ont argumenté que cette connaissance nous oblige moralement. Si nous sommes la seule intelligence consciente dans un rayon de 1000 années-lumière, peut-être dans toute la galaxie, alors notre extinction ne serait pas simplement une tragédie humaine. Ce serait une perte cosmique. La conscience que l'univers a développée à travers nous, cette capacité unique de la matière à se réfléchir sur elle-même, s'éteindrait. L'univers redeviendrait aveugle, insensible, dépourvu de témoins. Mais cette perspective anthropocentrique pourrait elle-même être une forme d'arrogance. Peut-être que la conscience n'est pas rare. Peut-être que des millions de civilisations fleurissent et s'éteignent constamment à travers le cosmos. Chacune se croyant unique et précieuse, chacune finalement remplacée par d'autres. Nous pourrions n'être qu'une itération temporaire dans un processus cosmique qui se répète indéfiniment. Notre disparition ne signifierait rien à l'échelle universelle. L'échelle temporelle elle-même défie notre capacité à attribuer du sens. L'Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans. La civilisation technologique, généreusement définie,
existe depuis moins de 10 000 ans. Notre capacité à détecter des astéroïdes dangereux existe depuis quelques décennies. Si nous survivons encore 10 000 ans, nous aurons doublé notre durée civilisationnelle. 100 000 ans semblent une éternité à l'échelle humaine, mais ce n'est qu'un instant géologique. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant environ 165 millions d'années avant leur extinction. Même s'ils n'ont jamais développé de technologie, ils ont persisté comme clades dominants 1000 fois plus longtemps que notre espèce n'a existé. Mesurés par la durabilité plutôt que par l'intelligence, ils ont été infiniment plus réussis que nous. Peut-être que la conscience et la technologie ne sont pas des stratégies évolutives viables à long terme. Peut-être qu'elles brûlent trop intensément, consomment trop de ressources, créent trop d'instabilité. Cette réflexion nous amène à une autre dimension du problème. Même si nous survivons aux menaces cosmiques externes, nous devons aussi survivre à nous-mêmes. Le changement climatique anthropogénique, la dégradation écologique, les armes nucléaires, les pandémies naturelles ou artificielles, l'intelligence artificielle incontrôlée, chacune de ces menaces auto-infligées pourrait terminer notre civilisation bien avant qu'un astéroïde ne nous frappe. Le paradoxe cruel est que les ressources et la coordination internationale nécessaires pour nous défendre contre les impacts cosmiques sont exactement les mêmes que celles nécessaires pour résoudre nos crises terrestres. Mais nous peinons à mobiliser ces ressources même face à des menaces immédiates et visibles comme le changement climatique. Comment pourrions-nous nous coordonner face à une menace statistique qui pourrait ne jamais se matérialiser de notre vivant? Il existe une asymétrie morale troublante dans la façon dont nous évaluons les risques. Des millions de personnes meurent chaque année de maladies évitables, de faim, de violence. Ces morts sont prévisibles, quantifiables et largement évitables avec une redistribution des ressources mondiales. Pourtant, elles continuent. Mais l'idée d'un astéroïde tuant potentiellement des milliards dans un événement unique capte notre imagination d'une manière que la souffrance distribuée ne fait pas. Est-ce rationnel ? Est-ce que nous devrions investir des milliards dans la défense planétaire quand ces fonds pourraient sauver des vies avec certitude s'ils étaient utilisés autrement ? La réponse utilitariste simple serait de calculer les vies attendues sauvées par dollar investi et d'allouer les ressources en conséquence. Mais cette approche ignore la différence qualitative entre les types de risques. Un impact majeur ne tuerait pas seulement des individus. Il pourrait terminer la continuité civilisationnelle elle-même. Il détruirait non seulement les vivants, mais toutes les générations futures qui n'existeront jamais. C'est un crime contre l'humanité qui n'a pas encore été commis, mais qui annihile néanmoins son futur. Le philosophe Nick Bostrom a introduit le concept de risque existentiel. Une menace qui pourrait annihiler toute vie intelligente originaire de la Terre ou handicaper de manière permanente et drastique son potentiel futur. Les impacts cosmiques majeurs qualifient clairement. Mais Bostrom argumente que nous sous-investissons dramatiquement dans la prévention des risques existentiels, précisément parce qu'ils n'ont jamais été réalisés dans l'histoire enregistrée. Nous n'avons pas d'expérience directe de l'extinction totale, donc nous ne pouvons pas l'intégrer émotionnellement dans nos calculs de risque. Cette limitation cognitive pourrait être fatale. Si chaque civilisation à travers le cosmos souffre de la même myopie, incapable de prendre au sérieux les risques à faible probabilité mais à conséquences extrêmes, alors peut-être que c'est le grand filtre. Les civilisations qui survivent sont celles qui, par chance ou sagesse, développent les institutions et la volonté collective de se protéger contre des menaces qui semblent abstraites jusqu'au moment où elles deviennent terminales. Le futur lointain offre peu de réconfort, même si nous naviguons avec succès à travers les prochains siècles. Le Soleil augmente progressivement sa luminosité. Dans environ 1 milliard d'années, le rayonnement solaire accru évaporera les océans terrestres. La Terre deviendra une planète serre inhabitablement chaude. Dans 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son hydrogène et commencera à se dilater en géante rouge, engloutissant probablement Mercure et Vénus et transformant la Terre en un désert calciné. Pour survivre à long terme, l'humanité ou ses descendants devront quitter la Terre, coloniser d'autres mondes, peut-être d'autres systèmes stellaires. Mais cette diaspora cosmique présente ses propres défis terrifiants. L'espace interstellaire est rempli de radiation, de débris à haute vitesse et d'isolement absolu. Un vaisseau génération voyageant vers une étoile proche
prendrait des siècles ou des millénaires. Les occupants deviendraient une société fermée, peut-être génétiquement et culturellement divergente de l'humanité terrestre. Et même si nous réussissons à devenir une espèce multiplanétaire, multistellaire, l'univers lui-même a une durée de vie finie dans toute configuration qui pourrait supporter la vie. La cosmologie moderne prédit que l'univers continuera son expansion accélérée indéfiniment. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres, éventuellement au-delà de leurs horizons cosmiques mutuels. Les étoiles épuiseront leur combustible. La formation stellaire cessera quand tout le gaz sera consommé. Les naines brunes et les trous noirs domineront un cosmos de plus en plus froid et sombre. Dans environ 10 puissance 100 ans, même les trous noirs s'évaporeront via le rayonnement de Hawking. L'univers approchera un état de mort thermique, une soupe uniforme de particules à température presque au zéro absolu, trop dispersée et trop froide pour permettre aucun processus complexe. Aucune étoile, aucune planète, aucune vie, aucune pensée. Juste l'obscurité et le silence éternel. Face à cette échéance cosmique ultime, toute notre agitation, toutes nos civilisations, toutes nos réalisations semblent pathétiquement futiles. Que nous soyons frappés par un astéroïde demain, ou que nous prospérions pendant des millions d'années, le résultat final est identique, l'oubli complet. Rien de ce que nous faisons ne persistera à l'échelle de temps cosmologique ultime. Nos monuments s'éroderont, nos signaux radios se dilueront dans le bruit de fond cosmique, nos descendants éventuels s'éteindront avec la dernière étoile. Certains trouvent cette perspective libératrice. Si rien n'a de signification cosmique ultime, alors nous sommes libres de créer notre propre signification. Nous pouvons valoriser l'amour, l'art, la découverte, la compassion, non pas parce qu'ils servent un but cosmique, mais précisément parce qu'ils n'en servent aucun. Leur valeur est intrinsèque, immédiate, humaine. Un coucher de soleil n'est pas moins beau parce qu'il sera oublié dans 10 milliards d'années. D'autres trouvent cette perspective écrasante, déprimante, peut-être même paralysante. Si tout est finalement sans signification, pourquoi s'efforcer ? Pourquoi construire, créer, aimer, explorer ? Pourquoi se soucier si un astéroïde nous frappe quand l'univers lui-même garantit notre extinction éventuelle de toute façon ? La réponse, peut-être, réside dans la reconnaissance que la signification n'est pas quelque chose que nous découvrons dans l'univers, mais quelque chose que nous générons à travers notre existence consciente. Nous sommes, autant que nous le sachions, l'univers devenu conscient de lui-même. À travers nos yeux, le cosmos se voit. À travers notre science, il se comprend. À travers notre art, il s'exprime. Cette capacité, aussi temporaire et localisée qu'elle soit, est extraordinaire. Le simple fait que nous puissions détecter les objets qui nous menacent, calculer leurs orbites, concevoir des moyens de nous défendre, c'est déjà un triomphe de la conscience sur la matière aveugle. Les dinosaures ne pouvaient pas voir venir leur fin. Nous pouvons. Cela ne garantit pas notre survie, mais cela change fondamentalement la nature de la menace. Ce n'est plus le destin aveugle, c'est un défi que nous pouvons choisir d'affronter ou d'ignorer. Chaque nuit, pendant que tu dors, des télescopes scannent le ciel. Des astronomes analysent des données. Des ordinateurs calculent des trajectoires. Des scientifiques débattent des stratégies de mitigation. C'est notre veille collective, notre refus d'accepter passivement l'extinction. Même si nous échouons finalement, même si un objet que nous n'avons pas vu frappe demain, ce refus lui-même a de la valeur. C'est l'affirmation que notre existence compte, au moins pour nous. Mais voici le mystère qui reste. Dans un univers apparemment vide de vie intelligente, pourquoi sommes-nous ici ? Est-ce vraiment juste une chance statistique, un tirage chanceux dans la loterie cosmique ? Ou y a-t-il quelque chose que nous ne comprenons pas encore sur l'univers, sur la vie, sur la conscience elle-même ? Si nous sommes vraiment seuls, ou presque seuls, alors notre responsabilité devient cosmique. Nous ne protégeons pas seulement l'humanité, mais le phénomène de la conscience elle-même dans cette région de l'espace. Et si nous ne sommes pas seuls, si d'autres civilisations existent quelque part dans l'immensité, alors pourquoi n'avons-nous aucun signe d'elles ? Ont-elles toutes été frappées par leurs propres astéroïdes ? Se sont-elles autodétruites ? Se cachent-elles délibérément ? Ou sommes-nous simplement trop primitifs pour reconnaître leurs signaux ? Ces questions restent ouvertes, troublantes, peut-être finalement sans réponse. Et pendant que nous les contemplons, l'univers continue son mouvement indifférent.
Quelque part dans l'obscurité, quelque chose se dirige peut-être vers nous. Nous arrivons maintenant au cœur de ce qui rend cette menace si particulière, si profondément troublante comparée à toutes les autres que l'humanité a affrontées. Ce n'est pas simplement la violence potentielle, l'échelle de destruction possible. C'est la combinaison unique d'inévitabilité statistique et d'impuissance technologique. C'est le fait que nous pouvons voir venir la menace, la comprendre mathématiquement, la modéliser avec précision, et pourtant rester fondamentalement incapables de garantir notre propre survie. Toutes les menaces que nous avons explorées, les trajectoires orbitales calculées au millimètre près, les énergies d'impact mesurées en mégatonnes, les tsunamis traversant les océans, les tremblements de terre fracturant les continents, les hivers d'impact plongeant la planète dans l'obscurité glaciale. Tout cela converge vers une réalité unique. L'espace qui entoure notre planète n'est pas vide. C'est un champ de tir cosmique où nous dérivons, vulnérables, protégés seulement par la vaste improbabilité qu'un projectile spécifique nous frappe à un moment spécifique. Mais l'improbabilité n'est pas l'impossibilité, et sur des échelles de temps suffisamment longues, l'improbable devient inévitable. C'est la leçon brutale que l'histoire géologique nous enseigne. Les cratères parsemant la surface de la Lune, de Mercure, de Mars, témoignent d'un bombardement qui n'a jamais vraiment cessé. Il a seulement diminué d'intensité depuis les premiers milliards d'années chaotiques du système solaire. Mais il continue. Il continuera. La Terre elle-même porte les cicatrices de ce bombardement, bien que l'érosion, la tectonique des plaques et le volcanisme aient effacé la plupart des preuves anciennes. Pourtant, environ 190 cratères d'impact ont été confirmés sur notre planète. Chacun représente un moment où quelque chose venu de l'espace a frappé avec une violence suffisante pour laisser une marque durable malgré tous les processus qui travaillent constamment à effacer ces cicatrices. Combien d'autres impacts ont eu lieu dans les océans, ne laissant aucune trace permanente? Combien se sont produits avant l'émergence de la vie complexe, leur signature géologique maintenant enterrée sous des kilomètres de sédiments ou subduits dans le manteau terrestre? Nous ne connaissons pas le nombre total. Nous ne pouvons que l'estimer, extrapoler à partir des taux d'impact observés sur d'autres corps planétaires et ajuster pour les différences de gravité, de taille, de position orbitale. Ces extrapolations suggèrent que la Terre a probablement été frappée par des millions d'objets au cours de son histoire de 4,6 milliards d'années. La vaste majorité était petits, insignifiants à l'échelle planétaire. Mais périodiquement, inévitablement, quelque chose de massif est arrivé. Le fait que nous existions signifie que la Terre n'a jamais été frappée par quelque chose de suffisamment grand pour stériliser complètement la planète. Il existe une limite théorique, un impact si énergétique qu'il ferait fondre toute la croûte terrestre, transformant la surface en un océan global de magma qui rendrait impossible la survie de toute forme de vie, même microbienne. Les calculs suggèrent qu'un tel impact nécessiterait un objet de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, peut-être une planète naine entière. De tels objets existaient dans le système solaire primitif, et des collisions planétaires catastrophiques se sont probablement produites, incluant l'impact géant qui a créé la Lune en arrachant une portion de la prototerre. Mais ce niveau de violence appartient au passé ancien. Le système solaire s'est calmé. Les grandes planètes ont nettoyé leurs orbites. Les objets restants sont plus petits, moins nombreux. Nous vivons dans une époque relativement paisible de l'histoire du système solaire. Pourtant, relativement paisible signifie encore qu'un objet capable d'éradiquer la civilisation humaine frappe statistiquement tous les quelques centaines de milliers d'années. À l'échelle humaine, c'est rare. À l'échelle des espèces qui persistent pendant des millions d'années, c'est une certitude récurrente. Voici ce que nous savons avec une confiance raisonnable. Il existe actuellement environ 2000 objets géocroiseurs de plus d'1 kilomètre de diamètre que nous avons catalogués. Aucun d'entre eux ne présente de risque d'impact significatif dans les 100 prochaines années selon nos calculs actuels. C'est rassurant. Mais nous savons aussi que notre catalogue est incomplet. Environ 10% des objets de cette taille restent non détectés. Pour les objets plus petits, mais encore dangereux, les pourcentages de détection chutent dramatiquement. Un objet de 140 mètres frappant une zone urbaine dense tuerait potentiellement des millions de personnes directement et déstabiliserait l'économie mondiale. Nous avons détecté environ 30% de ces objets. Les 70% restants,
représentant des dizaines de milliers d'astéroïdes potentiellement dangereux, dérivent invisibles dans l'obscurité. Certains sont sur des orbites qui ne croiseront jamais la Terre. D'autres s'en approcheront régulièrement. Quelques-uns, inévitablement, frapperont. La question n'est pas si, la question est quand, et serons-nous prêts ? Les efforts actuels pour améliorer notre détection sont louables, mais insuffisants. Le télescope NEO Surveyor, s'il est financé et lancé comme prévu, améliorera significativement nos capacités de détection, particulièrement pour les objets sombres carbonés, difficiles à voir avec les télescopes optiques terrestres. Mais même cette mission ambitieuse ne verra pas tout. Elle ne peut pas voir tout. L'espace est trop vaste, les objets trop nombreux et dispersés, certaines approches géométriquement impossibles à observer avant qu'il ne soit trop tard. Et même avec une détection parfaite, nous revenons au problème fondamental de la déviation. Nous avons testé une technique, l'impacteur cinétique, sur une cible contrôlée dans des conditions idéales. Ce succès est important, historique même. Mais extrapoler de ce test unique à une capacité fiable de défense planétaire est prématuré. Nous n'avons jamais dévié un objet vraiment menaçant. Nous n'avons jamais testé nos techniques sur différents types d'objets avec différentes compositions, structures, tailles. Nous ne savons pas si nos méthodes fonctionneraient sur un tas de gravats faiblement liés, sur un astéroïde métallique dense, sur une comète dégazante. Le délai entre la détection et l'action possible reste le facteur critique. Avec des décennies de préavis, nous pourrions lancer plusieurs missions, tenter différentes approches, corriger si la première tentative échoue. Avec seulement quelques années, nous aurions une seule chance, et cette chance dépendrait de technologie et de coordination internationale qui n'existent pas encore pleinement. Avec des mois ou des semaines, nous pourrions seulement observer notre fin approcher, calculer précisément où et quand l'impact se produira, et tenter d'atténuer les conséquences humaines en évacuant les zones à risque. Cette impuissance potentielle face à une menace connue représente peut-être le plus grand défi psychologique. Nous sommes habitués à l'idée que la connaissance confère le pouvoir. Si nous comprenons un problème, nous pouvons le résoudre. C'est la promesse fondamentale de la science et de la technologie. Mais les impacts cosmiques violent cette promesse. Nous pouvons comprendre le problème parfaitement, calculer chaque détail avec une précision exquise, et pourtant être incapables d'empêcher la catastrophe. Cette réalité devrait nous humilier. Nous, qui avons divisé l'atome, marché sur la Lune, décodé le génome humain, créé des intelligences artificielles, nous restons vulnérables à quelque chose d'aussi simple qu'un rocher tombant du ciel. Toute notre sophistication technologique, toute notre puissance industrielle ne garantit pas notre survie face aux forces aveugles du cosmos. Peut-être que cette vulnérabilité, c'est nécessaire. Peut-être que sans elle, nous deviendrions trop arrogants, trop confiants dans notre domination sur la nature. Les astéroïdes nous rappellent notre place. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Nous sommes des locataires temporaires d'une petite planète, dépendant de circonstances favorables que nous n'avons pas créées et ne pouvons pas totalement contrôler. Mais il y a aussi quelque chose de profondément inspirant dans notre réponse à cette menace. Nous ne nous contentons pas d'accepter passivement notre vulnérabilité. Nous construisons des télescopes, nous calculons des orbites, nous concevons des missions de déviation. Nous coopérons internationalement, partageant des données, coordonnant des observations. Face à l'indifférence cosmique, nous affirmons la valeur de notre survie, non pas parce que l'univers s'en soucie, mais précisément parce qu'il ne s'en soucie pas. Cette affirmation prend une signification particulière quand nous contemplons le futur lointain. Si l'humanité survit suffisamment longtemps, si nous devenons une espèce spatiale mature, nous pourrions finalement transformer notre système solaire pour maximiser notre sécurité. Nous pourrions détecter et cataloguer chaque objet significatif. Nous pourrions établir des stations de surveillance permanentes. Nous pourrions développer des technologies de déviation si avancées et fiables qu'un impact catastrophique deviendrait véritablement impossible. Mais ce futur reste spéculatif, peut-être fantaisiste. Il suppose que nous survivons au prochain siècle critique où notre technologie est suffisamment avancée pour comprendre la menace mais insuffisante pour la neutraliser complètement. Il suppose que nous ne nous détruisons pas d'abord à travers la guerre nucléaire, le changement climatique incontrôlé ou l'une des nombreuses autres menaces auto-infligées.
Il suppose une continuité civilisationnelle qui n'est nullement garantie. L'histoire humaine est remplie de civilisations qui se sont effondrées, laissant seulement des ruines énigmatiques pour les archéologues futurs. Les Sumériens, les Égyptiens anciens, les Mayas, l'Empire romain, tous ont connu des périodes de grandeur suivies de déclin et d'obscurité. Leur effondrement était généralement dû à des combinaisons de facteurs. Changements environnementaux, guerres, épuisement des ressources, pandémies, dysfonctionnements institutionnels. Aucune n'a été détruite par un impact cosmique, autant que nous sachions. Mais toutes ont appris que la complexité et le pouvoir ne garantissent pas la permanence. Notre civilisation globale actuelle est à la fois plus robuste et plus fragile que toutes celles qui ont précédé. Plus robuste parce qu'elle est véritablement mondiale, interconnectée, possédant une base de connaissances scientifiques sans précédent. Plus fragile parce que cette interconnexion crée des vulnérabilités en cascade, où une perturbation dans une région peut rapidement se propager mondialement. Un impact majeur pourrait ne pas détruire directement toute l'humanité, mais pourrait déclencher un effondrement systémique dont nous ne nous remettrions jamais complètement. Imagine un scénario spécifique. Un objet de 300 mètres de diamètre, non détecté car sur une orbite hautement excentrique, passant la plupart de son temps dans le système solaire externe, plonge soudainement vers le Soleil. Il est détecté 2 mois avant l'impact prévu. Les calculs montrent une collision certaine dans l'océan Pacifique au large de la Californie. Aucune mission de déviation n'est possible avec un délai si court. Les autorités font face à des choix impossibles. Annoncer la menace publiquement pourrait provoquer une panique mondiale, l'effondrement des marchés financiers, des migrations massives incontrôlables. Garder le secret risque de laisser des millions de personnes dans des zones à risque sans la possibilité d'évacuer. Les gouvernements choisissent une annonce progressive, d'abord aux autorités locales, puis des alertes publiques dans les semaines précédant l'impact. L'impact lui-même libère une énergie de 1200 mégatonnes. Des tsunamis radiants traversent le Pacifique. Hawaï est ravagé par des vagues de 40 mètres. La côte ouest américaine, le Japon, les Philippines, l'Australie subissent des destructions massives. 100 millions de personnes vivent dans les zones affectées. Les systèmes d'alerte tsunami permettent d'évacuer beaucoup d'entre elles, mais des millions périssent quand même, piégés dans la congestion des évacuations, incapables de se déplacer assez loin assez rapidement. Les conséquences secondaires s'étendent mondialement. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, dépendantes du transport maritime transpacifique, s'effondrent. Les ports dévastés ne peuvent pas être réparés rapidement. Les économies asiatiques exportatrices s'effondrent. Les pénuries alimentaires commencent dans les régions dépendantes des importations. Les tensions géopolitiques s'intensifient alors que les nations priorisent leurs propres citoyens. Dans ce scénario, la civilisation ne s'effondre pas immédiatement, mais elle entre dans une spirale de déclin dont elle pourrait ne jamais se remettre complètement. Les ressources qui auraient pu être investies dans la transition énergétique, l'exploration spatiale, la recherche médicale, sont consommées dans la reconstruction. Le niveau de vie global diminue. Les institutions internationales s'affaiblissent. Une fenêtre de possibilités se ferme. Ce scénario n'est pas une prédiction, c'est une illustration de notre fragilité systémique. Un seul événement catastrophique, même s'il ne détruit pas directement l'humanité, peut altérer notre trajectoire de manière irréversible. Et nous ne pouvons pas empêcher tous ces événements. Nous pouvons seulement travailler à réduire leur probabilité et à améliorer notre résilience face aux perturbations. Cette résilience nécessite une diversification. Tant que toute l'humanité reste confinée à une seule planète, nous sommes vulnérables à toute catastrophe planétaire. Établir des colonies autosuffisantes sur Mars, dans les astéroïdes, les lunes de Jupiter, distribuerait le risque existentiel. Un impact sur Terre ne signifierait plus la fin de l'espèce humaine, seulement une tragédie terrible pour la population terrestre. Mais cette expansion dans l'espace présente ses propres défis monumentaux. Mars est un désert glacial avec une atmosphère irrespirable et une gravité faible. Les colonies nécessiteraient des systèmes de support vital fermés fonctionnant parfaitement pendant des générations. Les effets psychologiques de l'isolement, les mutations génétiques dues aux radiations, les défis politiques de gouverner des communautés séparées par des dizaines de millions de kilomètres et des délais de communication de plusieurs minutes, tout cela
reste largement inexplorée. Et même si nous réussissions à devenir une espèce multiplanétaire, nous ne ferions que repousser l'inévitable. Chaque monde que nous habitons reste vulnérable aux impacts cosmiques. Mars a été bombardé aussi intensément que la Terre dans le passé. Les colonies spatiales, avec leurs infrastructures délicates exposées au vide, seraient peut-être encore plus vulnérables aux impacts de débris à grande vitesse. La seule véritable sécurité nécessiterait un niveau de contrôle du système solaire que nous ne pouvons actuellement qu'imaginer. Détecter chaque objet potentiellement dangereux, maintenir une flotte de vaisseaux de déviation prêts à répondre, peut-être même remodeler graduellement les orbites des objets les plus menaçants pour les éloigner des zones habitées. Ce serait un projet s'étendant sur des siècles, nécessitant une coordination et un engagement maintenu à travers des générations. Sommes-nous, en tant qu'espèce, capables d'un tel engagement à long terme? Notre histoire suggère le scepticisme. Nous peinons à maintenir des engagements politiques au-delà de quelques cycles électoraux. Nos entreprises priorisent les profits trimestriels sur la durabilité à long terme. Nos institutions les plus durables, comme certaines religions ou universités, existent depuis des siècles, mais même elles évoluent, se transforment, parfois disparaissent. Planifier et maintenir un effort coordonné sur des siècles pour défendre la planète nécessiterait une transformation de notre psychologie collective. Nous devrions apprendre à valoriser le futur lointain autant que le présent immédiat. Nous devrions développer des institutions capables de maintenir leurs objectifs à travers les changements de leadership, de technologie, de circonstances politiques. Nous devrions cultiver une identité humaine universelle qui transcende les divisions nationales, ethniques, idéologiques. C'est peut-être trop demandé. Peut-être que notre nature tribale, notre biais cognitif vers les menaces immédiates et visibles, notre difficulté à coopérer à grande échelle sont des limitations fondamentales que nous ne pouvons pas surmonter. Si c'est le cas, alors notre destin pourrait être celui de toutes les espèces qui ont existé. Une existence temporaire, brillante peut-être, mais finalement éphémère dans le flux cosmique. Mais choisir de croire cela serait une forme de capitulation. Aussi longtemps que nous existons, aussi longtemps que nous restons conscients et capables d'agir, nous conservons la possibilité de choisir différemment. Nous ne pouvons pas contrôler l'univers, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces menaces. Nous ne pouvons pas garantir notre survie éternelle, mais nous pouvons travailler à prolonger notre existence, à améliorer nos chances, à donner aux générations futures les outils et la sagesse pour continuer la lutte. Dans les nuits calmes, quand tu regardes les étoiles scintillant dans l'obscurité infinie, souviens-toi de ce que tu vois vraiment. Ces points lumineux ne sont pas juste de la beauté paisible. Ils sont des fournaises thermonucléaires, des explosions qui durent des milliards d'années. L'obscurité entre eux n'est pas vide. Elle grouille de rochers, de glace, de poussière, tout dérivant selon les lois aveugles de la gravité et du mouvement. Quelque part dans cette obscurité, peut-être, quelque chose se dirige vers nous. Pas avec intention, pas avec malice, simplement suivant la trajectoire que les mathématiques ont tracée il y a des millions d'années. Peut-être que nous le verrons venir. Peut-être que nous pourrons faire quelque chose. Peut-être que nous aurons juste le temps de nous regarder les uns les autres et de reconnaître ce que nous avons été. Une brève étincelle de conscience dans un univers qui n'en avait pas besoin, mais qui, par accident magnifique, l'a quand même produite. Notre fragilité est absolue, notre temporalité est certaine, mais entre maintenant et la fin, quelle qu'elle soit, quand qu'elle soit, nous avons ce moment, nous avons cette conscience. Nous avons la capacité de nous émerveiller devant l'immensité qui nous entoure, de comprendre les forces qui nous menacent, de nous tenir ensemble face à l'obscurité et de dire « Nous étions ici, nous avons compris, nous avons importé. Cela devra suffire, parce que c'est tout ce que nous avons, et c'est, peut-être, tout ce que nous avons jamais eu. Alors dors maintenant, sachant que quelque part, des télescopes veillent, des scientifiques calculent, des ingénieurs planifient. L'humanité, fragile et temporaire, continue sa veille contre la nuit cosmique. Pas parce que nous vaincrons certainement, mais parce que tant que nous existons, refuser d'abandonner est la seule réponse digne de la conscience que l'univers, dans un moment d'accident extraordinaire, nous a donné. Le ciel continue sa rotation silencieuse. L'univers poursuit son expansion indifférente.
Et nous, minuscules et vulnérables, continuons à exister dans l'instant précieux, entre le passé oublié et le futur incertain, témoins temporaires de notre propre histoire cosmique improbable.